Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes très heureux de vous retrouver à ce matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 28 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions seront téléphonées avec nous ce matin. La rédaction de journal La Flambeau des démocrates, on aura au téléphone tout à l'heure Magloire Kenvi Teko. La rédaction de journal La Santé et Éducation avec Gadet Tonadi. Et celle de la Nouvelle Tribune avec Eloma Atisogbe. Et dans la troisième partie de la matinale, nous reviendrons sur cette affaire de réserve administrative où 68% des domaines de l'État dans le Grand Lomé sont illégalement occupés. Comment expliquer cette situation et quelles solutions appropriées pour éviter des drames sociaux, surtout que les occupants ont juste 12 mois, 1 an pour libérer les lieux. Et pour en parler, notre invité ce matin, c'est Tchanile Issa. C'est lui le directeur de l'urbanisme et de l'habitat. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec le journal Canal D. Le confrère parle de l'interférence des préfets dans la régulation des médias. Le ministre Awateo Dabalo tape du poing sur la table. Eh bien, vous lirez l'article pour les précisions sur le sujet. Téléphonie mobile, bye bye, Togocom, désormais c'est YAS pour une vision panafricaine. Écrit donc notre confrère. Et il y a un sujet également sur la décentralisation, leadership et gouvernance municipale. La NFCT renforce les capacités des acteurs communaux à Blita. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Canal D, dans les kiosques ce matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Flambeau des démocrates. Nous accueillons Magloire Kenvi Teko. Bonjour Magloire. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Et d'ailleurs, votre éditorial, vous parlez de croisade délicate. À quoi faites-vous allusion? Irrigator, vous savez bien que moi qu'il y a des phénomènes qui ne peuvent donc avoir une fin sur Terre, autant que le combat pour les éradiquer. Surtout s'ils finissent par s'ériger en système avec des règles bien définies. Et c'est le cas, par exemple, de la corruption qui, malheureusement, on va le dire ainsi, a trouvé un terreau fertile chez nous. Et puisque c'est comme ça, tout semble dire que dans notre pays, au nom du besoin, au nom de l'impunité, au nom de l'intimité surtout, eh bien, la corruption peut s'étendre, ou du moins peut étendre ses tentacules au point même de paraître normal aux yeux de tous. Et sous ces 3 aspects-là, eh bien, il se trouve que il devient assez difficile de s'en défaire
surtout dans un pays comme le nôtre où le petit fonctionnaire, par exemple, ainsi que l'agent de policier qui, dans un coin de la rue, sait qu'il ne sera pas inquiété lorsqu'il raquette, autant que le haut fonctionnaire de l'État qui est intrinsèquement lié à la justice. Et voilà donc, entre autres raisons, qui expliquent de fond en comble ce qu'on peut estimer l'échec donc de toutes les tentatives pour réduire donc ce phénomène devenu aujourd'hui un véritable frein, on va dire, pour le développement du pays. Mais alors, Irrigator, ce n'est pas pour autant qu'il faut donc arrêter cette lutte qui est, on va le dire ainsi, très sensible et confiée à une institution de la République qui a donc une dénomination de haute autorité. Alors, dans la foulée des panneaux publicitaires pour sensibiliser les populations, il y en a à chaque coin de rue. Des émissions interactives, ça s'organise sur les médias, des concours de production à l'endroit des journalistes, c'est également une trouvaille. En tout cas, c'est le pas à pas, on va le dire ainsi, parce que le phénomène est assez tentaculaire et qu'il ne faut donc pas négliger aucune piste dans ce processus donc d'éradication-là. Et nous osons croire, donc au niveau du journal Flambeau des démocrates, que toutes ces approches-là s'avéreront in fine vraiment productives donc dans la difficile croisade, on va le dire, contre le phénomène. Sinon, pour le reste, Irrigator, en ce qui concerne surtout le vrai combat, qui touche directement les intouchables de la République dans leur course au trésor, à travers donc des marchés publics par exemple, à travers les détournements d'objectifs et autres infractions assimilées, nous pensons malheureusement, Irrigator, qu'il faut encore attendre plusieurs années pour endiguer ce combat qui s'avère assez délicat, Irrigator. Très bien, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Flambeau des démocrates dans le kiosque ce matin, en tout cas votre éditorial, une croisade délicate. On aura tout compris en tout cas. Et puis l'autre sujet, ça porte sur la santé, le CHU, CARA, avec le traitement des maladies rénales. Enfin, le réveil des gouvernants, c'est bien ça? On peut le dire ainsi. En tout cas, le rêve est permis. Nous osons croire que intrinsèquement restera positif parce que c'était le vendredi 22 novembre dernier, que les travaux de construction d'un service de néphrologie et de hémodialyse au centre hospitalier universitaire de Kara ont été lancés par l'État togolais, qui vient donc à travers ce chantier poser, on va dire, un acte assez humanitaire et humaniste qui consacre, de notre point de vue, un redimensionnement de la prise en charge de cette pathologie qui vont le faire rage au Togo. Et demain, les malades différents maladies rénales qui résident dans le septentrion n'auront plus à parcourir, par exemple, 300 mètres pour se faire prendre en charge à Lomé. Alors, pourvu, en tout cas, ce chantier-là, qui est donc lancé il y a juste une semaine, il est prévu pour être érigé donc sur une surface de 800 mètres carrés. Et ce service de néphrologie et de hémodialyse au CHU de Kara sera donc composé, on va dire, d'une salle de dialyse, d'une salle de traitement d'eau, d'un local technique, d'un magasin de stockage, d'une salle de consultation, d'une salle de cathéter. Ça, c'est bien technique, mais retenez tout simplement qu'on parle d'une salle de cathéter. Ah oui. Ce centre sera également composé d'un vestiaire pour les patients, d'un hall d'attente ou terrasse, de 3 sanitaires, d'un secrétariat, d'un espace aménagé pour les déchets médicaux. Et il faut également souligner qu'outre la construction et l'équipement donc de ce centre, le projet prévoit également la formation des acteurs pour de meilleures prestations. Alors, ce centre
de traitement de maladies néphrologiques et d'hémodialyse irrigatoire servira également de site d'apprentissage pour les étudiants en médecine et surtout les apprenants des écoles paramédicales. Alors, comme on l'a dit tantôt, ce mal, il fait rage dans notre pays depuis quelques années. Et quand on considère tout, Henri, qu'actuellement, seul le CHU Sylvanus Olympio est le seul centre hospitalier public du pays doté d'un centre qui traite donc des maladies rénales, eh bien, d'ailleurs, une capacité d'accueil très limitée, on peut donc convenir que le jeu envoie la chandelle, surtout que le CHU Sylvanus Olympio, sur ce site-là, eh bien, il arrive très souvent que la liste d'attente s'élève parfois à environ 300 patients. En quoi que insuffisant, dirait certains, nous pensons humblement que l'acte mérite amplement d'être salué parce que réduisant les pertes en vies humaines dues au manque surtout d'un centre du genre dans le nord du pays. Aujourd'hui, les Togolais peuvent rêver, n'est-ce pas, d'avoir un centre spécialisé qui traite ce mal assez, en tout cas, qui rogne assez de Togolais. Ils peuvent rêver donc d'avoir ce centre-là chez eux. Ils pourront plus parcourir, pour ceux qui vivent dans la région septentrionale, plusieurs centaines de kilomètres pour venir se soigner à Lomé ou alors carrément franchir les frontières pour aller au Bénin pour certains, au Ghana pour d'autres ou encore en Côte d'Ivoire pour ceux qui ont plus de moyens, sinon carrément en Europe. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Les Togolais ne demandent pas mieux. Lorsqu'ils sont malades, ils n'ont pas besoin d'aller se soigner ailleurs. Il faut doter le pays de centres médicaux spécialisés. C'est tout ce qu'on demande aux dirigeants. Je crois que pour ce acte pareil, il faut féliciter les décideurs et surtout les autorités à faire un bon suivi de ce projet. Parce que une chose est de lancer donc ces travaux, mais l'autre chose est de veiller à ce que ce centre-là puisse sortir sous terre irrigatoire. Et c'est ça le grand défi. En tout cas, on lira l'article dans votre journal, enfin le réveil des gouvernances, donc sur le traitement des maladies rénales. L'autre sujet à évoquer avec vous, ça concerne donc l'art culinaire. Avec l'hôtel Les Bénins, les produits à base du cacao au menu d'une formation karma. Ah oui, on va dire que du 27 au 29 novembre de cette année-là, il se tient donc à l'hôtel Les Bénins de Lomé une formation à l'intention donc des chefs professionnels et étudiants en cuisine, des propriétaires de restaurants, des gestionnaires de services alimentaires, et des passionnés de cuisine tout simplement, sinon aussi des entrepreneurs intéressés par les entreprises basées sur le cacao. Alors il faut souligner, irrigateur, que cette formation-là est conjointement organisée par le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, branche du Royaume-Uni, et la Fédération des associations de l'hôtellerie et de restauration, avec la coordination de la filière café et cacao. Et bien cet événement-là, il s'avère très important parce qu'il vise à renforcer les capacités des participants et développer surtout leurs compétences. Mais de façon précise, il faut souligner qu'il s'agit à travers donc cette formation, d'une part, de leur fournir donc des connaissances, on va dire, approfondies sur les utilisations innovantes des produits à base de cacao dans les arts culinaires, et d'autre part, de leur dispenser une formation de base en hygiène alimentaire, surtout accroître la sensibilisation et les connaissances pratiques en matière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, dans un contexte beaucoup plus porté vers la consommation locale, et lorsqu'on nous informe également, ou du moins on nous enseigne sur les bancs d'école que le Togo fait partie des pays qui produisent le cacao en plus du café dans la sous-région,
eh ben, nous pensons que cette formation-là, ça avait une véritable plus-value pour ceux qui vont s'intéresser donc à cette formation parce que ça permettra à la fin de pouvoir traiter le cacao sur place et de consommer surtout les produits finaux parce que très souvent, Eric, vous savez, le mal de nous Africains, c'est que quoi, on produit le café, on produit le cacao, sinon on a la matière première chez nous. Mais Dieu seul sait ce que deviennent ces matières premières lorsqu'elles sont exportées de l'autre côté et ça revient au chocolat. Alors, combien de Togolais consomment le chocolat, par exemple? Mine de rien, le chocolat est un produit réservé à une catégorie sociale dont vous et moi, nous avons connaissance. Et donc, si aujourd'hui, il y a une formation comme ça qui va amener nos compatriotes qui s'intéressent un peu à l'art culinaire de pouvoir transformer le cacao sur place en différents produits finaux, nous pensons que c'est une très bonne chose et qu'il faille dupliquer ces genres de formation pour donner un coup d'accélérateur à cette politique de consommer local qui est en vogue depuis quelques temps au Togo. Et donc, Eric, si vous-même vous êtes intéressé, je vous encouragerai à aller à l'hôtel Le Bénin. Vous ne serez pas déçus, j'en suis sûr. Super. Alors, on fera tout ce côté-là déjà pour regarder, puis après voir si on aura la vocation de se exercer à l'art culinaire et tout ça à base donc de cacao. Écoutez, merci beaucoup, Magoula Kemvi Teko, pour votre disponibilité. Tout le plaisir est pour moi d'être toujours au service des passagers à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. Nous autres, nous descendons ici. Le trajet, rassurez-vous, ça se poursuit avec le très sympathique chauffeur Rigator. Avec lui, l'aventure est assurée. Bon, c'est pas faux. Il nous reste donc, il nous reste donc à leur souhaiter un très beau voyage, une très belle émission et une agréable journée sous les premiers signes donc de l'harmattan. Ah oui, si, ce matin, voilà, on avait tous la peau un peu bizarre là. En tout cas, on va vous accompagner avec Tiken Jah Fakoly, que vous aimez particulièrement. Il était donc en concert acoustique en France, je crois, il y a 2 semaines, le 13 et 14 novembre dernier. Et il avait chanté dans une grande salle avec un peu plus de 1000 choristes, mais c'était du waouh. On écoute Tiken. Plus rien ne m'étonne. C'est pour vous, Magla? Oui, plus rien ne m'étonne. Ah oui, plus rien ne nous étonne. Oui, merci. Plus rien ne nous étonnera, en tout cas. Plus rien. Jamais plus rien. Bonne journée. Plus rien ne nous étonnera. Exactement. Bonne journée, Irigator. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. On écoute Tiken. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium. Voilà, Tiken Jah Fakoly, si tu me laisses uranium, moi je te laisse
Oui, d'agisement. Ah ouais, ça c'est pas faux, hein? C'est pas Gadiel qui nous dira le contraire. Notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal de la santé et éducation avec Gadiel Tonadi au téléphone. Bonjour Gadiel. Eric, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Il y a un article, un super article qu'on pourra lire sur votre site santé-éducation.tg et c'est l'interview du professeur Vincent Piché sur la lutte contre le VIH-Sida au Togo. Exactement, Eric, vous savez, si tout le monde a une très bonne mémoire, les années 80-90, la lutte contre le VIH-Sida était la lutte vedette dans les systèmes de santé en Afrique. Et c'était beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Et puis, à un moment donné, cette lutte semble varier. Et puis, voilà. Et puis, il y a beaucoup de maladies, il y a des épidémies qui viennent. Exactement. Et c'est comme si on a pratiquement perdu de vue cette maladie, le sida, qui a secoué l'Afrique et le monde entier. Donc la lutte continue au Togo, avec l'apport des partenaires, notamment du Fonds mondial et du gouvernement. Donc le Conseil national, on va dire le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST continue son travail. Il y a aussi de côté le programme national de lutte contre le sida qui continue son travail, et le ONG, les associations qui sont engagées un peu partout dans le pays. Donc, cette lutte a intégré le système de santé. Vous savez que toute femme enceinte doit subir le dépistage du sida. Cela est rentré dans la routine. Et nous avons interviewé le professeur Piché, qui est le coordonnateur du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, par rapport à la situation de cette lutte au Togo. Et tout semble bien aller, selon ce que le spécialiste dit. Le Togo a fait beaucoup d'avancées en matière de mise, ou bien de mise des VIH, ou bien des personnes qui sont infectées sous traitement. Donc c'est une rubrique qui avance et qui fait beaucoup de bons résultats, et beaucoup de patients du sida ont vu leur charge virale totalement neutralisée. Et puis en matière de dépistage aussi, ça continue, et en matière de prévention, ça continue au niveau des cibles sensibles. Donc, c'est un ensemble que le coordonnateur nous propose. Je pense que c'est très important que les professionnels lisent cette interview-là, qui présente un peu la situation de la lutte contre le VIH-Sida au Togo. Un article, comme vous venez de le dire, qu'on peut lire sur notre site internet, www.santé-éducation.tg. Bien sûr, santé. Et notamment dans le cadre de la GMS, la Journée mondiale du contre le sida, qui aura lieu le 1er décembre. Le 1er décembre, bien sûr, exactement. Chaque 1er décembre, c'est une journée donc consacrée donc à la lutte contre le VIH-Sida au Togo, pour tout dire. Et puis, il y a aussi un autre professeur que vous avez interviewé, professeur Bani à Clessor. Lui, il est le coordonnateur national du projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, lui, le professeur Bani à Clessor, c'est un médecin qui dirige ce projet qu'on appelle le Sécu. Oui. Sécu, pour ceux qui sont au courant de ce qui se passe, en tout cas dans le système de santé, savent qu'en temps le Togo a lancé un grand chantier de construction, de réhabilitation, de formation sanitaire. Et c'est l'un des projets qui se charge de cette rubrique-là, de cette activité. Okay. Et puis, c'est aussi un projet, qu'on venait de donner sa dénomination, qui accompagne la politique de l'accès universel aux soins, bien de l'assurance maladie universelle que le Togo a lancé. Et c'est des services techniques, c'est des projets techniques qui apportent un appui financier, un appui technique à toutes les institutions qui sont dans cette politique, notamment l'INAM et la CNSS.
Alors, nous avons cherché à savoir concrètement ce que ce projet fait. C'est un vaste projet qui renforce le système de santé. D'abord, il y a une rubrique qui s'intéresse au personnel de santé parce que il est remarqué que la plupart des soignants veulent rester à Lomé, particulièrement. Parce que là, il y a beaucoup de possibilités. On peut aller de clinique à clinique et on peut avoir plus de moyens. Mais vers l'intérieur du pays, c'est très difficile. On a vu des personnels soignants affectés à l'intérieur qui ont démissionné pour rester dans le privé. Donc, c'est un problème dans le système de santé parce que dans les autres parties, dans les autres localités du Togo, on a besoin aussi des spécialistes, des médecins pour prendre en charge les patients. Donc, ce projet va commencer par résoudre un problème, notamment avec la politique d'accès universel aux soins ou bien d'assurance maladie universelle. Des soignants seront encouragés à aller à l'intérieur du pays. Il y aura de gros avantages que le coordonnateur, professeur Bani, a révélé dans cette interview. D'accord. Et puis, toute la politique de l'assurance maladie universelle, tout ce que le projet Sécu fait en accompagnement, en tout cas, c'est une interview très importante que nous recommandons aux professionnels. Lisons et nous allons avoir une image assez claire de tout l'orchestre qui est lancé par le gouvernement pour renforcer le système de santé pour l'assurance maladie universelle. D'accord, très bien. Et puis, il y a aussi les résultats de l'enquête STEP 2021 qui sont très, très inquiétants, c'est ça? Oui, l'enquête STEP, Eric. L'enquête STEP, le jeudi, vendredi passé, la presse a été convoquée à Palimé pour prendre contact avec les résultats de cette enquête. C'est une enquête qui se fait sur les maladies non transmissibles. Et c'est la division de surveillance des maladies non transmissibles qui a invité la presse à prendre contact des résultats. L'enquête a été faite. Donc, c'est le volet 2021. Et quand vous consultez le document, en tant que quelqu'un averti en matière de santé, on ne peut pas nous dire qu'on a exagéré si on dit que la situation est très inquiétante parce que les données n'augurent absolument rien de bon sur les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires. Alors, actuellement, les chiffres sont confirmés, par exemple, en ce qui concerne l'hypertension artérielle, la prévalence nationale est de 27%. Et c'est très, très grave pour une population qui n'atteint pas encore 8 millions, mais à peine 8 millions. Donc, en image, quand on choisit au hasard 100 Togolais, on peut avoir 27 qui seraient des hypertendus. Et c'est très grave. Et à côté, les problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète, la prise de l'alcool et la consommation, comme l'OMS le dit, de 5% de fruits et légumes, les Togolais n'arrivent pas à le faire. Donc, quand vous jetez un regard sur ce document, le document rejette une image assez sombre, assez lugubre sur la santé des Togolais en matière de nutrition, comme je viens de le dire. C'est très, très inquiétant. Et sur les pathologies qu'on qualifie de pathologies chroniques, c'est très inquiétant. Alors, les résultats sont proclamés. Bon, je crois, on a connu l'enquête STEP 2010. On n'a pas vu vraiment des solutions parce que depuis là que les résultats étaient très mauvais. On est en 2021. Le volet 2026 va sortir bientôt. Est-ce qu'on va seulement proclamer les résultats et faire de petites activités
qui ne vont pas impacter la population. Eric, vous savez, la plupart des maladies cardiovasculaires, par exemple, c'est par rapport à l'hygiène de vie. Dans les résultats de l'enquête STEP 2021, il est dit que les Togolais en moyenne consomment 9 grammes, voire 10 grammes de sel par jour, par individu. Ça, c'est un scandale. Selon les enquêtes. C'est très inquiétant. Ah oui, bien sûr. L'OMS se recommande à peine 4-5, mais nous, on va jusqu'à 10. Et ça, il faut éduquer les populations. Il faut éduquer les populations. Il faut mettre sur pied un programme d'information, d'éducation des populations sur les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, le surpoids, l'obésité, les problèmes cardiaques. C'est absolument important. Et je pense que dans les jours à venir, Santé Éducation va revenir sur les résultats de l'enquête STEP 2021. D'accord. Et il faut le dire, la situation, elle est très inquiétante. Si cette situation de santé elle est ainsi, la politique de l'assurance maladie universelle va prendre un coup parce que la prévention, la notion de prévention n'y est pas. Donc, on va construire les hôpitaux pour attendre les malades à l'hôpital. L'hôpital sera débordé. Ouais. Les professionnels de hospitaliers seront débordés. Donc, il faut mettre des moyens dans la prévention. Et la première prévention, ça passe par l'information et l'éducation. Les médias sont là au Togo, les réseaux sociaux sont là au Togo, les relais communautaires sont là au Togo. Donc, un programme très fort pour la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires. C'est absolument important pour sauver ce pays parce que les résultats prouvent que le Togo est en danger par rapport à ces maladies. Et parce que les Togolais mangent mal et ne veulent pas faire bien circuler leur sang, c'est la clé, hein, et ça vous le savez, et on reviendra un autre jour pour en parler. Juste un élément avant de vous laisser partir, Gadiel, c'est, vous parlez ce matin dans votre journal de 8 façons de boire de l'eau pour se traiter. Oui, Eric, vous savez, l'eau, c'est cette denrée que Dieu a faite, cette boisson que Dieu a faite, la seule même, qui est un peu partout. On dit que le corps humain est composé, je veux dire, en majorité d'eau. Oui, et puis l'eau dans la nature, l'eau sur notre planète Terre, c'est absolument important pour la vie. Donc, l'eau, c'est pour la vie, c'est la boisson qui accompagne l'homme et nous devons boire. Et c'est vrai que, vous savez, il y a plusieurs écoles aujourd'hui. Boire 4 litres d'eau, il faut boire 2, il faut boire selon les besoins, selon que vous avez soif. Il y a plusieurs écoles, finalement, on ne sait pas quoi faire. Mais nous avons quand même suivi un médecin russe qui a fait un travail durant toute sa carrière sur l'apport de l'eau dans le traitement d'un certain nombre de pathologies et l'apport de l'eau dans la prévention d'un certain nombre de pathologies. Et puis l'apport de l'eau en ce qui concerne la santé humaine d'une manière générale. Et c'est un travail très intéressant. Nous avons juste piqué un certain nombre d'aspects et nous avons piqué 8 façons de boire de l'eau pour avoir la santé, pour se traiter. Eric, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas boire au-delà de 18 heures. Il y en a qui aiment beaucoup l'eau glacée, voilà. Et il y en a qui, en mangeant, peuvent boire déjà 2 gobelets d'eau avant de finir de manger. Et tous ces aspects, et comment, quand nous sommes obèses, quand nous sommes hypertendus, diabétiques, comment on doit boire de l'eau. Et quand, en tout cas, en matière au niveau de toutes les pathologies, comment nous devons boire de l'eau. Et l'expert a donné même des valeurs pour suivre. Donc c'est en tout cas un travail très intéressant. Nous avons résumé un certain nombre de choses pour voir si cela peut intéresser tout un chacun. L'eau, c'est pour la vie, nous devons boire, et l'eau apporte beaucoup de choses pour la santé. Et l'eau est un élément de santé. L'eau rentre dans le traitement des maladies.
Et nous invitons tout un chacun à lire cet article. Et Dieu seul sait si nous avons de l'eau potable au Togo aussi. Hein. Ça aussi, c'est notre paire de manches. C'est notre défi. Écoutez, Gadiel, merci quand même pour votre disponibilité. Dire, effectivement, il faut boire de l'eau potable. Oui, bien sûr, de l'eau potable. Bien potable. Hein. Pas de l'eau bidouillée, là. Parce qu'il y en a beaucoup aussi sur le marché. Hein. On est d'accord? Absolument. Plein même. Merci beaucoup, Gadiel Tonadi. Et merci à vous aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Oui, Dieu le voudra. Et merci aussi à vous et merci aux auditeurs. On va vous accompagner avec un morceau de Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. C'est le titre du morceau. Ok, merci. Allez, bonne journée. À bientôt. Bye bye. Oui. Santé, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont... Et voilà, Henri Salvador. Le travail, c'est la santé, dit-il, son avis là-dessus. Alors, on n'arrive pas à joindre la rédaction de la Nouvelle Tribune, c'est pas grave. Nous avons dans les kiosques ce matin le tonnet Tom Nyonsa. Au Togo, la difficile lutte contre la corruption dans les marchés publics, écrit donc le confrère, vous lirez l'article dans le journal. L'ARCEP rapproche médias et télécommunications. Le confrère en parle aussi. Un autre sujet sur la fin d'année et la vie chère, des mesures attendues. Politique, le budget de l'État pour 2025 fixé à 2394,2 milliards de francs CFA. Et puis, télécommunications, Togocom devient YAS. Au-delà du changement de nom, les vraies attentes des Togolais. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Le Tonnerre, dans les kiosques ce matin. Il y a la Nouvelle Tribune qui est aussi dans les kiosques ce jour. Le confrère parle du FMI avec les perspectives économiques et régionales. Tendance positive. Difficultés et priorités, c'est à lire dans le journal. Un sujet également sur la 19e foire internationale de Lomé. Les dernières nouvelles, le confrère en donne. Et puis CNO Togo, le président de la Fédération des Jeux du Commonwealth à Lomé ce jeudi. Les détails à lire dans le journal La Nouvelle Tribune, dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Éco-Finance qui revient aussi sur les perspectives économiques et régionales pour l'Afrique subsaharienne. 3 tendances positives, 3 difficultés et 3 recommandations. C'est à découvrir donc dans le journal Éco-Finance. Et puis il y a un sujet sur le projet de loi de finances 2025. Une augmentation notable de 9,9% par rapport à celui de 2024. Les détails à lire dans le journal. Chronique de la semaine de retour dans les kiosques ce matin. Le confrère aussi revient sur le projet de loi de finances exercice 2025 adopté avec une hausse de 9,9%. Le gouvernement priorise le social et la sécurité nationale. L'article est à lire dans le journal. Télécommunications, des médias à l'école, des missions et attributions de l'ARCEP. Et puis quoi encore, les cérémonies d'enterrement et des funérailles en pays kabien. Un prêtre appelle à redéfinir la place et le rôle des oncles. Je vous invite tout simplement à lire l'article dans le journal Chronique de la semaine et vous avez tous les détails là-dedans. Et il y a aussi le journal Ouara, les vainqueurs, travail des enfants, le gouvernement en lutte contre le fléau. L'article à lire dans le journal. Togocom qui devient YAS, ce qui va désormais changer. Le confrère en parle. Et puis Assemblée nationale, les députés à l'école des fondamentaux de l'égalité genre. Ouara, les vainqueurs nous en parle ce jour. Le dernier journal avec nous, c'est le dialogue. Le dialogue revient aussi sur le budget 2025, priorité aux défis sécuritaires et au social. L'article est à lire dans le journal. La poste comptable matière dans les ministères et institutions. Les acteurs
sectorielle, sensibiliser sur les modalités et puis égalité budgétaire ou budgétisation sensible au genre. Les députés renforcent leurs capacités. Les détails à lire dans le journal, le dialogue dans le kiosque ce matin. Alors on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Outre le dialogue, vous avez la Nouvelle Tribune, il y a Flambeau des démocrates, vous avez aussi Santé Éducation qui est dans le kiosque depuis hier. Si vous avez encore un peu de chance, vous aurez le journal sur le marché. Il y a le quotidien Ecofinance, il y a Canal D, Chronique de la semaine, Ouara les vainqueurs et le journal Tonnerre. Il est 7h56 sur la radio. Dans un instant, notre invité dans 10 minutes pour trancher, nous allons revenir sur cette affaire de réserve administrative où 68% des domaines de l'État sont illégalement occupés aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut expliquer la situation ? Et comment faire pour éviter aussi peut-être des drames sociaux, surtout que le gouvernement togolais donne 12 mois seulement, 12 mois aux occupants illégaux pour libérer donc les lieux. Pour en parler avec nous en studio, le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, Tchanile Issa. On va en parler tout à l'heure avec lui et vous aurez aussi la possibilité de lui poser des questions sur le sujet. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Le Maine. Il est 7h58 sur la radio. Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est Tchanile Issa. C'est lui le directeur de l'urbanisme et de l'habitat. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Gato. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Tout va bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre le sujet sur les réserves administratives où, dans le Grand Lomé, 68% des domaines de l'État sont illégalement occupés par des citoyens. D'abord, nous allons savoir en quoi consiste un domaine de l'État ou une réserve administrative. Qu'est-ce que c'est véritablement? Merci, monsieur Eric Gato. Une réserve administrative ou un domaine de l'État, c'est un espace qui appartient à l'État et qui est constitué lors de l'élaboration et l'exécution des plans d'urbanisme. Les plans d'urbanisme sont élaborés et sous-tendus par un décret qui existe depuis 1967. C'est le décret 107-228 du 24 octobre 1967 et qui dit que nul ne peut procéder à un lotissement de plus de 2 lots sans l'autorisation du ministre en charge de l'urbanisme. Maintenant, lors de l'élaboration et de l'exécution des documents d'urbanisme ou des projets d'urbanisme, il y a plusieurs espaces qu'on note. Il y a les parcelles d'habitation qui sont dégagées, il y a les réserves administratives et il y a les rues qui constituent la voirie. Donc, 50% du terrain initial appartenant à un individu ou à une collectivité qui souhaite procéder à un lotissement va rentrer dans ce qui constitue les réserves administratives et les rues. Et c'est les 50 autres % qui lui reviennent à lui-même de droit après le lotissement. Donc les réserves administratives, si je veux me résumer, c'est des espaces publics qui sont dégagés lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment les plans de lotissement, et qui appartiennent donc dorénavant, après l'élaboration du plan d'urbanisme, à l'État. Alors, pour mieux comprendre, si je dis des bêtises, 10 hectares aujourd'hui, et que je veux procéder à la vente, il va falloir que je dégage une partie pour l'État, c'est ça? Oui, ce n'est pas à vous-même de dégager, mais vous devez demander un projet d'aménagement ou bien un lotissement au ministère de l'urbanisme. Lorsque vous envoyez le projet d'aménagement de votre domaine, il y a un travail qui va être fait. Et sur ce travail, la moitié, c'est-à-dire 50% de vos 10 hectares vont vous revenir. Vous aurez droit en parcelle utile à 5 hectares. Les 5 autres hectares, quand on va faire le morcellement de votre terrain, il y a la voirie, c'est-à-dire les rues qu'on va emprunter pour aller sur les parcelles. Exactement. Et une autre partie qui appartiendra ou bien qui va servir à la réalisation des équipements socio-collectifs, c'est-à-dire les marchés, les écoles, tout ce qui rentre comme équipement public et qui va servir à ceux qui vont habiter dans votre projet de lotissement et qui est d'ordre public va se loger sur les réserves administratives. Alors, peut-être pour ceux qui nous écoutent ce matin sur la radio, regardent des tests fonciers en vigueur, vous allez nous aider là-dessus. Le processus de reconstitution des réserves administratives dans vos schémas directeurs d'aménagement de l'urbanisme, dans les réglementations, dans les agglomérations urbaines, qu'est-ce que c'est véritablement?
Oui, c'est ce que je voulais expliquer. En réalité, quand on veut réaliser un projet, il faut 3 éléments fondamentaux, que sont les parcelles qui vont être dégagées ou bien prévues pour les personnes qui vont habiter, si c'est un lotissement qui a objectif ou finalité de recueillir la population. Il y a la voirie. Et la voirie, qu'est-ce qu'on appelle la voirie? C'est l'ensemble des rues qui vont être élaborées, prévues sur le plan d'aménagement de vos terrains. Et il y a un 3e type d'espace, c'est des parcelles. Mais celles-là, on va les appeler les réserves administratives. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça, ça se fait. Mais maintenant, quand on parlait de reconstitution, etc., c'est que parfois, on a constaté ici au Togo, la terre appartenant à des individus ou collectivités, la plupart du temps, les gens procèdent à des aménagements sans l'autorisation du ministère. Ils le font à titre privé. Et finalement, vous allez voir que ça ne respecte pas les dispositions telles que je les ai décrites tout à l'heure. Ou alors, ça fait l'objet d'un aménagement légal et les gens occupent aussi bien les parcelles qui leur sont destinées, et au-delà de ça, elles vont sur les réserves administratives ou parfois même sur les rues. Et c'est grave. Et c'est ça qui est très grave même. On va en parler tout à l'heure puisqu'il est 8h. Bientôt 5 minutes sur la radio. On va faire un clin d'œil aux partenaires. On revient juste pour continuer. On va revenir véritablement sur le vrai problème qu'il y a sur les tapis aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que 68% dans les Grand Lomé, 68% de nos concitoyens occupent illégalement des domaines de l'État. On va en parler. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes avec le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, M. Achanile Issa. Alors, monsieur le directeur, lors de la campagne pilote d'identification des domaines de l'État dans le grand district de Lomé, il s'est avéré que votre service est mis dans le fait accompli par le lotissement non officiel, dit clandestin. Quelles sont les mesures pratiques que vous entendez mettre en œuvre pour rendre officiel ces lotissements qui constituent aujourd'hui les réserves administratives? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas tous les lotissements qui constituent les réserves administratives, mais dans un lotissement, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a 3 types de parcelles ou bien d'endroits qu'on peut identifier. Oui, ça on l'a compris. Il y a la voirie, il y a les réserves administratives, et puis il y a les parcelles d'habitation. Mais les parcelles d'habitation reviennent de droit à l'aménageur ou bien à une collectivité qui a soumis une demande et qui en a obtenu le lotissement en question. Mais les réserves administratives et les rues sont le domaine de l'État. Donc, mais il se fait que certains lotissements n'ont pas respecté la procédure légale comme je vous ai dit. Donc, la terre au Togo étant un bien privé, reconnu par la Constitution, certains propriétaires se sont donné le luxe de procéder à des lotissements de leur terrain sans aviser le ministère de l'Urbanisme. Et là, vous allez constater que ces lotissements ne respectent pas les règles de l'art. Et puis, il y a des occupations, des réserves, aussi bien dans les lotissements légaux qui ont été faits que dans les lotissements qui n'ont pas encore été approuvés et qui sont en passe de l'être. Donc, pour votre question, vous avez dit dans les zones où on constate qu'il y a des occupations, mais ce n'est pas encore approuvé, ce n'est pas encore pris en compte par l'État. Il y a ce que nous appelons la régularisation des lotissements. C'est-à-dire, c'est un projet qui consiste à faire l'état des lieux. L'état des lieux d'une zone, c'est quoi? C'est comme une photographie que vous faites en étant au-dessus de la parcelle et vous voyez l'état d'occupation de la parcelle. Où sont les endroits bâtis? Où se trouve la voirie, donc l'ensemble des rues? Où se trouvent éventuellement les équipements, donc les réserves administratives? Tout cela pourra se faire voir lorsqu'on fait un état des lieux. Et comme ces lotissements n'ont pas été faits par des personnes indiquées, vous allez remarquer que d'abord la proportion des réserves qui auraient été laissées n'est pas suffisante, ne répond pas aux normes, et parfois il y a des occupations là-dessus. Voilà. Donc, si on veut revenir un peu à des normes minimales pour pouvoir prendre en compte ces lotissements, parce que si la population est déjà installée, on se dit qu'il faut quand même l'accompagner par une voirie conséquente, par des équipements appropriés,
donc des documents, des équipements socio-collectifs, comme on les appelle, éducation, marché, centre de santé, etc. Exact. Donc, il faut quand même prévoir des espaces sur lesquels on va pouvoir réaliser ces équipements. Donc, après avoir procédé à l'état des lieux de la zone, les personnes indiquées, que sont les urbanistes, vont retravailler un peu sur le projet pour que ça réponde à un certain nombre de normes minimales où les gens puissent vivre un peu décemment dans les lieux. Donc, c'est ça qu'on appelle la régularisation de lotissement. Et il y a un projet qui a été élaboré par la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat dans ce sens qui attend d'être financé. Donc, si on a le financement, on peut prendre en compte l'ensemble des zones qui ne sont pas encore officiellement approuvées et qui vont entrer finalement dans toute la sphère des documents d'urbanisme existants et qui possèdent alors des documents officiels. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des solutions pour venir à bout de ces lotissements clandestins, monsieur le directeur? Pour venir à bout de ces lotissements, il faudrait que le ministère de l'urbanisme et sa direction technique, la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, puissent disposer d'assez de moyens pour aller vite dans l'élaboration des documents d'urbanisme sur les parties qui ne sont pas encore occupées par des personnes et qui sont dédiées sur les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme à des projets de lotissement. Cela veut dire qu'on doit procéder à la réalisation d'un plan d'urbanisme, par exemple, un plan de lotissement, qu'on puisse implanter, donc traduire ce plan sur le terrain avant toute occupation. Donc il faudrait que l'urbanisme précède l'occupation du terrain. Mais comme je l'ai décrit plus haut, parfois c'est le contraire auquel on assiste et c'est pour cela que ça crée de la désolation et de la tristesse et une image qui n'est pas intéressante de la ville, parfois dans cette zone. Le communiqué conjoint donne un délai de 1 an, 12 mois à tous ceux-là qui occupent illégalement donc les domaines de l'État et de les libérer. Au-delà de cette date, il se passera quoi? Vous allez casser les maisons qui sont érigées? Ça, c'est la grande question, M. Eric Gato. C'est le gouvernement qui a pris le communiqué. Je pense qu'au moment opportun, le gouvernement avisera. Tout est possible. Hein. Vous avez vu que dans certains cas d'occupation des réserves, effectivement, il y a eu des démolitions. Oui. Donc c'est possible qu'on arrive là, mais pour le moment, on ne veut pas dire oui, que c'est cela à quoi le gouvernement va s'atteler. C'est lui qui a pris la décision et on verra, on va attendre. Dans l'opinion, on dit, mais où étiez-vous? Où était le gouvernement quand des gens s'installaient dans nos quartiers? Je sais que dans plusieurs quartiers aujourd'hui, il y a des domaines administratifs. Oui. L'État fait de son mieux pour empêcher les gens de la population d'aller occuper les réserves. Actuellement, vous savez que tout le pays est subdivisé en 117 communes. Bien sûr. Les 117 communes font leur effort aux côtés du gouvernement, du ministère de l'urbanisme, pour faire en sorte que l'occupation de l'espace urbain soit le plus harmonieux possible. Si on a des cas où les plans d'urbanisme ont été élaborés, que la population puisse s'installer de façon convenable selon ce que le plan dit. Mais malheureusement, il y a des moments où la population va plus vite et peut-être en combine avec les propriétaires même des terres, ils vendent des parcelles qui ne sont pas dédiées malheureusement à des occupations privatives, notamment des parcelles qui vont faire l'objet de construction d'habitation. Oui. Et au fil du temps, on remarque que c'est comme ça. On leur rappelle à l'ordre lorsque on constate très tôt qu'il y a des occupations de ce genre, ben, il y a des résistances. Il y a des résistances. Et finalement, on constate avec désolation que parfois les réserves administratives ou même les rues sont bouchées à certains endroits dans les espaces urbains. Et le Togo, on le sait, ne se limite pas au seul au district autonome du Grand Lomé. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises donc vis-à-vis des autres régions du Togo? Parce que ce dont on est en train de parler aujourd'hui, ça c'est le Grand Lomé. Alors, les autres parties du Togo? Je pense que la même opération pourra être répliquée dans les 4 autres régions, ou bien les 5 régions, puisqu'on s'est arrêté au district autonome du Grand Lomé. Oui. On fera la région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara et la région des Savanes. Toutes ces régions font partie du Togo, donc il va de soi qu'on puisse
faire la même opération pour avoir une idée réelle de ce que l'État dispose comme réserve administrative. Et c'est ces réserves administratives qui pourront permettre à l'État d'envisager des investissements dans le sens de la construction des équipements sociaux collectifs et donc pour le bien-être des populations. Tout à l'heure, on va permettre aux auditeurs, ceux qui souhaitent vous questionner ou vous interroger sur ce sujet dans l'opinion, ça crée quand même des débats, de vous interroger, les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient donc poser des questions à monsieur le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, de le faire en composant le 92 60 81 81, c'est notre numéro, le seul d'ailleurs sur lequel vous pouvez appeler en direct ce matin pour poser donc votre question, ou vous nous envoyez juste un message WhatsApp, un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Alors, monsieur le directeur, quelles sont aujourd'hui les mesures pratiques que vous entendez mettre en place pour sécuriser, préserver les domaines de l'État? Parce qu'on constate par endroits que ces espaces-là, il y a des plaques qu'on dit domaine de l'État, mais ces espaces sont là-bas depuis des années et qui finalement sont convoités par les collectivités. Oui. Parce que c'est bien placé, on peut vendre, avoir de l'argent. Tout à fait. Ça fait bien placé, mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que c'est bien placé qu'il faut les occuper, mais si c'est dédié, ou bien sur les planches d'urbanisme, on a prévu que c'est des réserves administratives, il vaut mieux les laisser en l'état. Et quand le moment viendra, les collectivités territoriales, la mairie ou l'État lui-même envisagera ce qu'il va pouvoir réaliser sur ces équipements. Donc il ne faut pas du tout s'amuser à aller occuper ces espaces dits réserves administratives ou domaines de l'État. Maintenant, pour sécuriser ces espaces, d'abord il faut les identifier. C'est une de ces opérations qui a été faite. Après l'identification, l'État va procéder à l'immatriculation en son nom de ces espaces. Donc, ça veut dire que c'est comme votre parcelle à vous, que comme vous créez les titres fonciers, l'État aussi va créer des titres fonciers sur ces espaces. Et plus tard, l'État pourra, par exemple, faire des clôtures sur ces espaces, ou bien en attendant, on va mettre les panneaux sur ces parcelles pour pouvoir indiquer que ici, il s'agit d'une réserve administrative dédiée, par exemple, à l'éducation, à la santé, à un équipement commercial, etc. etc. Vous pensez que ce message peut être compris comme tel? Le message de sécurisation? Oui. Oui, il faut que la population comprenne. La population a le devoir de comprendre cela, parce que si elle ne comprend pas, elle va peut-être se comporter d'une manière qu'il ne faut pas, et ça peut engendrer d'autres problèmes. Donc il faut qu'on comprenne bien ce message et qu'on puisse le respecter, parce que c'est très important. Alors, ces 68 personnes aujourd'hui qui occupent de façon illégale ces espaces-là. 68%. 68%, excusez-moi, 68%. Est-ce que on a discuté avec eux et ils sont conscients qu'ils occupent un espace qui ne leur appartient pas en réalité? La plupart connaissent, ils savent bien qu'ils sont sur des espaces qui ne leur appartiennent pas, sur des espaces appartenant à l'État. Ils le savent, mais ils sont là. Comme vous le dites, parfois parce que c'est bien situé quelque part, ça me permet d'aller faire mes activités économiques. Mais ils savent bien qu'ils sont sur le domaine de l'État. Parce qu'on ne peut pas aller s'installer quelque part sans savoir à qui appartient cet espace. Voilà, avant d'aller s'installer quelque part, on va se poser la question. On va chercher à connaître les vrais propriétaires. Et les vrais propriétaires aussi sont censés connaître là où se trouvent les parcelles dédiées aux habitations, où se trouvent les rues et où sont situés les espaces qui sont prévus à recevoir des équipements sociaux collectifs. Est-ce que vous avez conscience du drame que cela peut occasionner quand le délai de 12 mois la passe et que des gens qui habitent déjà ces espaces sont ou doivent les libérer? Oui, l'État, je pense, a pris la mesure de la chose avant de pouvoir procéder à ce recensement. Et l'État ne peut pas rester aussi inactif face aux besoins de la population. Si l'État a décidé de procéder à cette opération, c'est parce qu'il y a des projets qu'on veut réaliser dans les périmètres urbains. On a besoin d'espace pour les faire. On a besoin d'investir pour réaliser des équipements, mais on n'a pas d'espace. On est confronté toujours au manque d'espace. Donc, il faut que les gens respectent les dispositions prévues par les plans d'urbanisme pour que tout marche bien dans le périmètre des villes. Alors, les citoyens que nous sommes,
De quelle manière pouvons-nous participer donc à la surveillance et la préservation du patrimoine immobilier de l'État? Je pense que il y a les communes qui existent. Il y a aussi les comités de développement, par exemple des quartiers, des villages qui existent et qui peuvent participer évidemment à la surveillance et à la préservation des réserves aux côtés de l'État, puisque l'État lui-même, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, veille à ce que ces réserves ne soient pas occupées. Il y a aussi une direction, la direction des domaines, qui est chargée même de veiller sur les biens de l'État, notamment les réserves administratives. Donc cette direction veille au grain aussi pour que les gens n'occupent pas ces espaces. Donc il y a plusieurs institutions qui coopèrent. Il y a le cadastre, il y a l'urbanisme, il y a les domaines, il y a les collectivités locales, notamment les mairies, il y a les CDQ, Comité de développement des quartiers, tout ça là, qui contribuent à ce que on regarde bien ce qui se passe dans le périmètre urbain et qui veillent au grain pour que ces espaces ne soient pas occupés de façon illégale par des personnes. Et ça veut dire que dans mon quartier, par exemple, quand je vois des plaques, on dit ça c'est une réserve administrative, et que matin je vois un lotissement en cours et des gens qui occupent ça, je peux signaler. Bien sûr, il faut signaler rapidement à la mairie dans laquelle se trouve votre terrain. Vous pouvez signaler au ministère de l'Urbanisme ou bien à la Direction générale de l'Urbanisme, au cadastre, au domaine. Tous ces acteurs-là vont vous aider pour pouvoir venir contrôler ce qui se passe concrètement et au besoin arrêter l'hémorragie le plus tôt possible. Très bien. 92 60 81 81 pour poser donc votre question au directeur de l'urbanisme et de l'habitat qui est avec nous ce matin, ou vous pouvez aussi appeler sur le 93 94 96 64 parce que visiblement le 92 a des petits soucis. Le 93 94 96 64 ou le 92 60 81 81. Le directeur de l'urbanisme et de l'habitat est avec nous et ce matin nous sommes en train d'échanger autour donc des réserves administratives. Vous savez que dans le district du Grand Lomé, on nous renseigne que 68% de ces réserves sont illégalement occupées par des citoyens et l'État donne 12 mois francs et donc à ces occupants illégaux de libérer ces endroits. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer réellement au-delà donc de ce délai-là. On va prendre le premier auditeur sur le 93. Allô? Allô, bonjour, cher ami. C'est monsieur? Vous avez monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul, nous vous écoutons. Bonjour l'invité. Bonjour monsieur Abdoul. Oui, on a pour vous faire vraiment votre initiative pour les occupations, les réserves et les rues occupées. Que ça serait un bien pour nous tous, dans les localités et pour le pays. Nous constatons que, comme Bénin en Côte d'Ivoire, ils le font, les gens crient, mais ça passe et on dit que le Côte d'Ivoire se développe, Bénin se développe, mais on ne peut pas rester indifférent. Il n'a jamais dormi sans casser les deux. Par exemple, il y a certains lieux que il y a eu les approbations. Le mois des approbations, les terrains étaient vraiment vides. Là où il y a les concessions, on les a indiqués, les rues, la rue te prend ou bien quelque chose. Mais à peine 3-4 ans, on voit que là où on a écrit réserve rue, c'est occupé. Mais on dit aux gens, et si c'est la rue, c'est réserve, mais il y a certains véreux qui disent, oh, il n'y a rien, bon, il faut construire. Comme c'est là, comment on peut prendre leur cas quand vous venez sur le terrain? D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Abdoul. Merci de nous avoir appelé. Monsieur le directeur. Oui. En réalité, si on a la chance de disposer d'un plan d'urbanisme et tout a été implanté, donc exécuté, et on connaît où se trouvent les rues, où se trouvent les réserves, etc. Donc, on a la chance d'éviter de tomber dans le piège. Mais malheureusement, si encore, avec tout ça, les gens se permettent d'aller s'installer, soit dans un coin de rue quelque part, pensant que ça ne va jamais être réalisé, ou dans un espace dédié à un équipement. Le jour venu, on pourrait demander à la personne de quitter, ou bien de libérer le lieu pour qu'on puisse réaliser l'équipement. Et on peut lui mettre en demeure pendant un temps
et on lui demande de libérer les lieux pour qu'on puisse faire passer ou bien la rue qui va être aménagée, ou bien l'équipement qui va être réalisé sur la réserve administrative. D'accord, très bien. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur Tino. Monsieur Tino. Oui. Nous vous écoutons. D'accord. J'ai juste 2-3 questions. Oui. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, Monsieur Tino. Allô? Oui. Allez-y maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà posé la question ou pas. Je venais de vous prendre en marche. Allez-y. En fait, c'est par rapport aux avis favorables qu'on donne aux demandeurs, etc. On a remarqué qu'on donne des avis favorables aux gens sur des espaces réservés, justement. Maintenant, ceux qui donnent des avis favorables, c'est-à-dire que l'avis favorable, n'est-ce pas, pour dire aux gens qu'ils peuvent continuer les démarches et que le terrain est nu, ou bien il y a fouille, quoi, comme l'Ivoirien le dit, c'est-à-dire que tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Et après, on revient, enfin, là, le titre sort et tout, tu es propriétaire de l'endroit, mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de ces cas, c'est-à-dire les gens des titres fonciers, mais ils sont dans des réserves. Maintenant, ceux qui donnent, qui attribuent, vous m'excusez, je ne suis pas en train de vous entendre. Allez-y. Je me dis que vous êtes en train de m'écouter. Maintenant, ceux qui donnent les avis favorables, c'est-à-dire cadastre et tout le reste, ils étudient, ils ont la carte, ils savent bien que c'est des réserves. Ou comment ça se passe? Est-ce que c'est à cause de juste des pourboires ou comment on fait? Comment on peut expliquer? Comment on pourra expliquer ça? Et puis il y a beaucoup de nos autorités qui sont également sur ces espaces. Le temps de déguerpir, ils vont pouvoir déguerpir tout le monde, ou bien ça sera juste en faveur de certains et défaveur de certains, je ne sais pas. D'accord, très bien. Donc c'est ma question au directeur, qui nous explique vraiment ce qui se passe. Merci bien et bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Tino. Merci, on a compris votre question. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur Eric Gato. Voilà. Oui, merci à Monsieur Tino pour sa question. Normalement, au guichet unique du foncier, où on étudie les dossiers de plans parcellaires en vue de l'obtention des titres fonciers, les personnes qui travaillent là-bas disposent des documents d'urbanisme, par exemple dans les périmètres couverts par les plans d'urbanisme, et ils veillent à ce que on ne puisse pas passer leur dossier dans les réserves administratives. Parce que si on a déjà réalisé le plan d'urbanisme, on dit que ici c'est réserve, et on se permet de donner des avis favorables, ça veut dire qu'on est en train de faire encore le contraire de ce que on a prévu. Mais visiblement, il y a des cas comme ça. Bon, peut-être que c'est hors des périmètres urbains. Peut-être c'est aussi dans les zones périurbaines, ou bien dans des zones où il y a des lotissements clandestins, etc., mais où on a prévu aussi quelques réserves, même si les choses ne sont pas approuvées. Sinon, quand l'agent qui est là pour vérifier les choses dispose de ses plans en face de lui et qu'il contrôle, il tape les coordonnées, il voit que ça tombe dans une réserve administrative et que la planche est déjà approuvée, il a le devoir, bien sûr, de pouvoir refuser que ici c'est déjà une réserve administrative et qu'on ne peut pas vous permettre de picher. Il y a un auditeur qui dit que est-ce que le flow ne vient-il pas aussi de la notion de rétrocession mal maîtrisée? Oui, la notion de rétrocession, ça effectivement c'est une notion. Parce que quand vous avez un domaine et que votre domaine est entièrement englouti par exemple dans une réserve d'équipement, ou bien on veut faire un bassin, un équipement public, et vos parcelles se retrouvent entièrement dans un équipement, il y a une procédure à suivre pour pouvoir réclamer votre terrain. Et on ne va pas vous donner tout le terrain, évidemment. Si c'est dans un périmètre, on va respecter la norme de 50%, évidemment, aussi pour pouvoir vous donner, peut-être ailleurs ou bien dans la même localité, à peu près la moitié de votre terrain qu'on a pris pour pouvoir réaliser l'équipement en question. Donc, comme vous le dites, parfois, oui, ça peut être le fait des rétrocessions. Donc, des occupations, si au moment où on veut vraiment procéder à des déguerpissements, on va demander aux gens s'ils ont des documents officiels là-dessus. S'il s'avère que non, c'est l'administration même qui les a délivrés les papiers, ils ont des documents parce que, pour des raisons données, comme je l'ai donné quelques-uns, voilà. Donc, on peut là les laisser parce que c'est l'administration même qui les a autorisés à s'installer là. D'accord. Mais si ce n'est pas là, ce n'est pas le cas, et que la personne, peut-être pas méconnaissance, ou bien c'est peut-être le vendeur qui n'est pas sérieux,
et puis il sait bien que ici c'est une réserve administrative, mais lui vend ça directement, ça peut créer des problèmes. D'accord. On va prendre quelqu'un sur le 93, 94, 96, 104. Allô? Allô, monsieur Rick. Oui, bonjour. Oui, monsieur Rick. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Morel. Monsieur, votre voix est un peu faible. Très bien. Nous vous écoutons maintenant. Allez-y rapidement. Monsieur Rick, j'ai des questions à poser, quoi. Oui, allez-y. À monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Monsieur le directeur, les gens qui sont sur les domaines administratifs, là, qui sont les titres fonciers, là, à la fin, on va les demander ou pas. Et deuxième question, on a constaté dans la ville de Lomé, il y a les terrains vides. Tu vas voir, il y a plus de 4 lots collés, c'est vide. Avec les arbres, tout ça là, c'est en train de salir la ville. Comment on va prendre? Si on a remarqué que les terrains vides là, c'est pour les autorités. Bon, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un, donc personne ne peut. Voilà. Bon, on pourra répondre à sa première question. Merci. Je pense que pour les gens qui ont des titres fonciers, si vraiment c'est des titres fonciers réguliers qu'ils ont, au moment venu, on va leur demander, comme j'ai dit préalablement, leurs documents. Comment ils ont arrangé pour les avoir. Comment ils ont les documents, est-ce que c'est fait légalement, est-ce qu'ils ont bénéficié d'une rétrocession, et c'est à la suite de ça qu'ils ont créé les titres fonciers. Si c'est le cas, ils sont tranquilles. Mais ce n'est pas ça, et que c'est des soi-disant titres fonciers, parce que parfois les gens pensent que c'est des titres qu'ils détiennent, ils ont un visa ou bien une signature d'un géomètre, les géomètres vont m'excuser, parce que c'est eux qui font les plans parcellaires et ils délivrent à quelqu'un qui n'a pas la notion. Et il pense qu'il a le titre foncier. Ce n'est pas un titre foncier. Donc dans ce cas, ça sera compliqué. Ça veut dire que c'est des occupations qui n'ont pas été faites légalement. Donc je pense qu'il y aura quand même un recensement. Un recensement, on demandera à tous ces occupants, s'ils ont des documents, de les apporter pour pouvoir justifier de l'occupation des réserves administratives en question. S'ils n'en ont pas, qu'ils le font, et leur propre chef, c'est là où ça pose des problèmes. D'accord. Maintenant, pour les lots vides et qui sont libres et supposés appartenir aux autorités, bon, les parcelles libres peuvent être sujettes à des taxes. Hein? Ça peut être sujet à des taxes et cela va un peu décourager les personnes qui achètent les terrains, qui les déposent parce qu'ils savent que ici, le terrain c'est un bien privé, qu'on peut le vendre, on attend des années pour voir. Je pense que l'Office togolais des recettes prend des dispositions dans ce sens pour pouvoir régler ce genre de problème. D'accord, on va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, nous vous écoutons. Ok, bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur Jérémy. Ok, moi ma question est la suivante. Bon, depuis notre enfance, on connaît des réserves telles qu'il y a une derrière que je ne sais pas du tout comment, et l'autre à gauche derrière coup d'appel. Et après, on a vu que c'est complètement occupé par les gens. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est l'État même qui les a vendus, ou bien c'est comment ça s'est passé. Maintenant, si c'est l'État qui les a vendus, là, c'est pas ça qui encourage d'autres aussi de s'installer sur d'autres réserves. Bon. Okay. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Oui, monsieur Éduc Katso. Pour la question de Jérémy, si je prends le cas de la réserve qui est derrière la cour d'appel, c'est ça qu'on appelle le lotissement de la gendarmerie. Au fait, on a dénommé ça lotissement de la gendarmerie. Donc il y a un lotissement qui a été fait, et puis il y a une bonne partie qui a été prise pour la gendarmerie, comme vous l'avez vu, qui est occupée effectivement par la gendarmerie. Exact. Mais le reste de l'espace, il y a un lotissement qui a été fait. Ce n'est pas tout l'espace là qui est... Ce n'est pas une expropriation, voilà. Ce n'est pas une déclaration d'utilité publique et qu'on a exproprié tout le domaine aux propriétaires. Une partie a été faite comme un lotissement normal et puis l'autre, c'est réservé pour la gendarmerie l'occupe. Et puis il y a aussi des sociétés immobilières qui avaient acquis des parcelles là-bas, et comme les CIPIM ou des SOPRIM, qui ont essayé quelques opérations immobilières, et puis des personnes qui ont acheté auprès de collectivités aussi, et qui ont occupé les lieux là. Donc cet endroit, ce n'est pas tout, jamais été ce n'est pas tout l'espace dans son entièreté qui est une réserve administrative, c'est ça. D'accord.
D'accord. On a encore 5 minutes à passer. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Edo. J'appelle de Badoué. Monsieur Edo, nous vous écoutons. Oui. Mais à propos des paysans, là, les propriétaires terriens qui ont leur propre terrain, mais ils parlent de réserve. Quels sont vos pour ces paysans, ces pauvres paysans qui exploitent depuis fort longtemps les domaines de leurs grands-parents? Et puis les routes aussi vont passer de 40 mètres, tout ça là. Et puis tout ça favorise le terrain de paysans. Mais qu'est-ce qu'il va rester pour les progénitures? Voilà. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci et nous saluons tous ceux qui nous écoutent actuellement depuis Badoubé. Alors, monsieur le directeur. Oui, pour la question de monsieur Edo, je pense que il doit comprendre que dans un pays, il faut qu'on s'organise pour implémenter un aménagement du territoire d'abord. Globalement, l'aménagement du territoire. Et il y a des zones qui sont des villes ou bien des périmètres urbains, des centres urbains sur lesquels il est prévu des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Peut-être sa localité, dans le temps, voilà, c'était une localité rurale, mais qui est appelée à devenir aussi une ville. On a vu la concentration humaine dans Badoubé et je pense qu'il y a même déjà un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui a été fait, qui a été même exécuté aussi là-bas. Et effectivement, pour y aller, il faut quand même des rues assez spacieuses. Exact. Et tout ça se fait en fonction des besoins et de l'avenir de la localité. Si Badoubé aujourd'hui, je prends un exemple, a une population de 5 000 habitants, dans 20 ans, la population ne serait pas de 5 000 habitants. Ça va grandir, voilà. Donc il faut prévoir des espaces. En conséquence, il faut prévoir aussi la voirie pour quitter Vaughan pour y arriver, pour qu'on soit à l'aise. Par exemple, un boulevard, etc. Donc, il doit comprendre que c'est comme ça qu'on organise le territoire. Mais on ne lotit pas, on n'aménage pas tout le territoire à des fins d'occupation urbaine. Il y a aussi des parties agricoles. Il y a les zones rurales, on sait que ici c'est l'agriculture qu'on peut pratiquer. Exact. Et on prévoit aussi de l'agriculture là-bas. On peut faire l'élevage et l'agriculture dans les zones rurales, vraiment rurales. Mais là où c'est appelé à devenir des centres urbains, il faut qu'on organise et qu'on occupe ça de façon harmonieuse. D'accord, on prend notre auditeur au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Aya. Monsieur Aya. Bonjour le directeur. Bonjour M. Aya. Qui a utilisé un mot lotissement clandestin, quoi. Oui. Ça montre que le plan ne trouve pas avec vous ça. Et puis, on a signé l'avis favorable. Donc, maintenant, tu ne connais pas le plan, c'est le lotissement clandestin. Pourquoi on peut signer l'avis favorable? Ah oui, ça c'est une bonne question, ça. Très bien. Monsieur Aya, merci beaucoup, on a compris. Alors, monsieur le directeur. Oui, merci à monsieur Aya. Effectivement, c'est un phénomène ou bien une situation qui est déplorable. Le lotissement dit clandestin ne devrait pas recevoir d'avis favorable qui montre que vraiment, visiblement, cette parcelle-là, c'est en vue de l'habitation. Par exemple, on se dit qu'on est dans une zone rurale où quelqu'un amène un quart de lot, un demi-lot à pouvoir faire ou bien obtenir un avis favorable et plus tard aller créer le titre foncier. Oui, chacun a droit à aller créer le titre, mais cette situation-là encourage plus ou moins le lotissement clandestin. Et ça se développe et puis ça crée des problèmes. Donc je pense que les institutions en charge de l'urbanisme, ceux qui sont en charge du cadastre et l'aménagement et équipement foncier sont à pied d'œuvre pour qu'on voit comment on va arrêter cet avis favorable qu'on délivre sur les lotissements dits clandestins et qui plus tard sont aussi à l'origine des problèmes qui sont constatés dans les périmètres urbains ou bien dans les périmètres périurbains. Bien sûr, très bien. 92 60 81 81, allô? Allô? Bonjour, monsieur Gado. Oui, lui-même. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Gado. Bon, monsieur, vous savez, le Grand Lomé, vous avez la possibilité de surveiller toutes ces réserves. Mais vous avez préféré laisser les gens construire, casser après. C'est ça qui m'étonne, moi.
Mais vous n'avez pas une brigade pour surveiller tout ça, c'est mieux. Maintenant, vous allez chercher tous ces gens-là, même s'ils ont tort, mais c'est triste. Vous devez quand même surveiller les réserves, surtout à Lomé. Vous avez la possibilité de savoir si quelqu'un constitue vos réserves. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Gado. Mais ce qu'il dit est réel. M. Gado a raison, parce qu'on ne peut pas faire de l'urbanisme sans avoir une police de l'urbanisme. Je pense que les autorités... Vous êtes le directeur de l'urbanisme. Oui. En ce moment, c'est les institutions, à savoir l'urbanisme, la direction générale de l'urbanisme de l'habitat, qui n'est même pas encore déconcentrée dans les régions, qui est seulement Lomé. Ah bon? Plus les mairies qui se mettent à travailler pour pouvoir surveiller tout ce qui se passe. Donc c'est compliqué. Mais je pense que ces projets-là sont en cours et ça va se faire. Sinon, une police de l'urbanisme, comme M. Gado l'a dit, c'est très important pour qu'on puisse surveiller, puisque l'urbanisme, c'est régi par des lois et il faut veiller à ce que ça marche bien. Une police de l'urbanisme est très importante dans ce cas. On va encore prendre 2 auditeurs et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a un auditeur tout à l'heure qui avait posé une question sur le fléau. Il demandait si le fléau ne vient-il pas de la notion de rétrocession mal maîtrisée, mais il dit qu'il n'a pas été donc satisfait par votre réponse. Il ajoute ceci: on ne peut pas rétrocéder dans le domaine administratif. Et dans l'exemple du cimetière de Bekbota, je ne sais pas ce que c'est véritablement, mais je sais pas si vous comprenez quelque chose là-dedans. Mais avant de revenir à ça, on va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Paco. Monsieur Paco. Paco, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle de Joseph. Nous vous écoutons. Oui, je voulais demander au directeur. Oui. Au niveau des zones non approuvées, pourquoi ils donnent des 3 tampons aux demandeurs? Parce que si la zone n'est pas approuvée, la zone n'a pas une planche, je pense que beaucoup dans ces zones-là, il y a eu des réserves qui ont été ciblées. Il y a des situations comme ça à Zosimé? Allô? Il y a des situations comme ça à Zosimé? Bien sûr. Et les gens ont des 3 tampons sur des réserves. Parce que la zone n'était pas approuvée, donc les gens ont des 3 tampons sur ces réserves-là. Ouais. Donc les vendeurs ont continué pas à vendre. Ils ont fini leur terrain, ils continuent pas à vendre le terrain de l'État. Et alors que les zones-là n'étaient pas approuvées, les gens ont les 3 tampons. Actuellement, l'État dit que ces zones sont pour elles. Comment ça va se faire? Ceux qui ont des 3 tampons sur ces réserves-là, dans les zones non approuvées, qui n'ont pas de planche. D'accord. Merci beaucoup, M. Paco. Monsieur le directeur, voilà encore une situation. Avoir un 3 tampons ou bien des 3 tampons sur des zones approuvées, non approuvées, ne signifie pas qu'on a le titre foncier. On n'a pas le titre foncier. Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est comme si vous avez un document qui vous permet plus tard d'aller peut-être vers le titre foncier, mais vous ne l'avez pas. Les 3 tampons, ce n'est pas. Et puis le ministère de l'urbanisme, à travers sa brigade qui est au niveau de guichet unique du foncier, ne passe pas des dossiers sur des zones non approuvées. Certes, il le dit, ça existe, mais moi je ne peux pas parler au nom d'une autre institution dont je ne maîtrise pas les contours. Peut-être. Mais théoriquement, c'est pas normal. Théoriquement, ça peut être considéré comme normal, comme ça peut être considéré comme anormal. Je m'explique. Ok. Normalement, si vous avez votre terrain qui est dans un domaine et que vous devez réclamer pour dire que mon terrain se trouve par exemple dans un équipement ou bien dans une grande réserve et je dois avoir droit à une rétrocession, on va vous demander les preuves que le terrain vous appartient. Et la preuve que le terrain vous appartient, une des preuves, c'est d'avoir des documents du genre 3 tampons ou aller même avoir le titre foncier. C'est ça qui va définir votre propriété sur la parcelle. Et vous allez constituer le dossier, vous allez prouver que la parcelle-là vous appartient. Mais quand on est déjà allé jusqu'à lotissement, avoir des demi-lots, un lot, ça veut dire que ça, ce n'est pas des parcelles rurales. C'est rentrer plus ou moins dans ce qu'on peut considérer comme l'urbain. Et visiblement, on n'a pas encore la maîtrise du plan parce qu'il n'y a pas un plan définitif qui a été élaboré à ces endroits et qui est disponible auprès des services. Mais dans le même temps, on observe ce phénomène-là et ça crée des problèmes. Parce que plusieurs personnes peuvent même aller passer leur dossier sur une même parcelle et ça va faire l'objet d'autres problèmes. D'accord. On va prendre le dernier auditeur au téléphone sur le 93. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour.
Oui, s'il vous plaît, c'est M. Abdou qui revient. Ah, oui, M. Abdou. Oui, le directeur disait sur les planchers, il y a certaines zones comme Togo, le haut 2000, non, un peu plus de l'Union là. Oui. Oui, c'est une zone d'équipement, il me semble. Oui, les gens occupaient les réserves comment ça va se passer là-bas? Là-bas, j'espère qu'il n'y a même pas de réserve dans ce milieu-là. D'accord, merci beaucoup, M. Abdou. Monsieur le directeur. Oui, pour le cas spécifique que M. Abdou est en train de relater, c'est une zone qui a fait l'objet d'un lotissement il y a très longtemps. Et il a été prévu des réserves. En fait, il y a des réserves là-bas. Et il y a aussi certaines bandes qu'on appelle des bandes d'équipement. Ok. Mais les gens occupaient ces bandes d'équipement et puis même les réserves administratives à certains endroits. Mais il y a quelques réserves. Quand il dit qu'il n'y a pas du tout de réserve là-bas, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des écoles. Les écoles qui sont dans les sphères de Lomé, comment il appelait le lieu là. C'est sur les réserves administratives qu'on les a fait. Mais ceux qui sont sur les zones d'équipement, les bandes d'équipement, vraiment, ça c'est une question qui va requérir vraiment les plus hautes autorités de l'État. Ce n'est pas ma simple personne du directeur de l'urbanisme qui pourra apporter des réponses à cette question. D'accord. Donc je pense que un jour l'État prendra les dispositions qui s'imposent là-dessus. Et on verra bien. Alors, monsieur le directeur, quel conseil pourriez-vous donner à nos auditeurs ce matin sur cette question foncière? La question... de façon générale, quoi. Oui. Pour nous résumer, pour conseiller quelqu'un, par exemple, s'il veut acheter un terrain, ou bien quand on veut procéder à un lotissement, il y a deux sujets. Quand on veut procéder à un lotissement, on va conseiller aux propriétaires de passer par la voie légale, c'est-à-dire envoyer leur projet d'aménagement au ministère de l'urbanisme. Le ministère va procéder à un aménagement en bonne et due forme et va leur retourner, qui vont aller implémenter par l'aide des géomètres agréés sur le terrain. Okay. Et quand les gens vont acheter les terrains dans ces zones, et que c'est bien sur les parcelles dédiées à la personne, il n'y aura pas de problème. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est une zone que le propriétaire lui-même il a procédé à un lotissement sans voir personne, comme si on était dans un endroit où il n'y a pas de loi, les conséquences sont là. Il y aura du désordre, le plan n'est pas reconnu, certains vont dire ils ont eu les 3 tampons, d'autres disent aussi j'ai les 3 tampons sur les mêmes parcelles. Il y aura plein de problèmes qui vont se poser sur ces parcelles-là, et ceux qui acquièrent des parcelles dans ces zones courent des risques. Donc si vous voulez acheter un terrain par exemple, demandez au propriétaire s'il dispose d'un titre foncier. S'il a un titre foncier, vous vérifiez au service conservation foncière pour voir si le titre existe bel et bien en bonne et due forme. Et si c'est sur le plan d'urbanisme, si le projet ou bien l'endroit a déjà fait l'objet d'un plan d'urbanisme, il faut vérifier au service de l'urbanisme ou bien à la mairie, au cadastre, si le plan là existe effectivement et selon les coordonnées, si ça se positionne sur les parcelles destinées aux habitations et non sur d'autres espaces comme les réserves administratives et les voiries. Dans ce cas, vous avez au moins une assurance que le terrain est dans une bonne situation avant de passer à la négociation avec votre vendeur et ainsi de suite pour avoir les documents là-dessus. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir accepté de venir parler avec nous et répondre donc aux questions de nos auditeurs. Merci beaucoup. Je rappelle que le directeur Tchanilé Issa, le directeur donc de l'urbanisme et de l'habitat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Appelez-moi Saint-Irrigato. La semaine prochaine, on pourra revenir encore sur un autre aspect de ce dossier, peut-être avec le cadastre, pourquoi pas, parce que là aussi, il y a beaucoup de questions qu'on pourra poser donc aux responsables du cadastre. Comment se fait-il que on attaque des titres, par exemple? Comment se fait-il que il y a deux personnes qui ont des titres sur une même parcelle? Parce que ça existe, on a eu des témoignages comme ça. Et la semaine prochaine, on va en reparler avec eux aussi. Merci en tout cas à vous et passez une excellente journée. Au revoir.